Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu, un monde où plus personne ne mourrait du cancer est envisageable. Cela paraît bien utopique puisqu'actuellement, c'est la première cause de décès en Belgique. Mais malgré tout, il y a des signes d'espoir. Les recherches pour vaincre certains types de cancers sont prometteuses. L'accompagnement du patient fait aussi l'objet de plus en plus d'attention. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Véronique Leray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice médicale de la Fondation contre le cancer. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Brigitte Hermans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes onco-coach à la maison d'accompagnement ressources. Elle est située sur le site du Chirec à Delta. Merci d'être avec nous ce soir. Un mot d'abord sur les chiffres, Véronique Leray. 76 000 nouveaux cas de cancer en 2022. Ce sont les derniers chiffres. Cancer, première cause de mortalité dans le pays. Quand je parlais dans l'intro d'un monde sans cancer où on guérirait de tous les cancers, ça reste une perspective pour vous? Alors je pense que ça va être difficile puisque le cancer, ça fait des millénaires qu'il est là. Mais c'est l'augmentation assez importante qui nous inquiète à la Fondation contre le cancer. Et c'est dû en partie au vieillissement de la population, mais la partie où on peut agir, c'est la prévention, le style de vie. Et donc là, on a envie d'en faire plus. Oui, et donc l'incidence du cancer ne cesse d'augmenter parmi la population. Vous l'attribuez, vous le dites aussi au vieillissement de la population, mais pas que. Pas que, parce qu'on sait que par exemple, fumer, donc le tabac c'est lié à 20% des cancers, l'alcool à 8%, le surpoids c'est encore 3-4% en plus. Et donc en modifiant le style de vie, en ne fumant pas, en bougeant, on peut espérer réduire le nombre de nouveaux cancers. Alors Brigitte Hermans, donc vous accompagnez, vous, des personnes qui ont le cancer ou qui sont en phase de traitement. Quel est l'état d'esprit des personnes quand elles arrivent chez vous à la maison ? Alors, il faut savoir qu'on accompagne les personnes depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à 1 an après les traitements dits lourds. Et donc, ça dépend évidemment du stade, dans quel trajet, à quel niveau du trajet se passe le patient. Et donc, à ce niveau-là, quand elles arrivent, mais si c'est à l'annonce du diagnostic, elles sont sidérées, un peu perdues. Et donc, on a justement des accueillants, donc des personnes bénévoles qui sont là tous les jours dès 10h30 pour accompagner et pour accueillir les personnes, pour leur expliquer un petit peu ce qui va se passer pour elles. Sinon, dans d'autres temps, les personnes arrivent plutôt un peu déprimées, désœuvrées par rapport au traitement. Et donc là, on va proposer toute une série d'activités qui vont permettre de réduire le stress et de pouvoir appréhender, reprendre justement sa vie en main et être acteur justement de son trajet de soins. Oui, alors Véronique Leray, on parle de prise en charge, elle est de plus en plus globale aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez en tout cas? Ah oui, on pense qu'une santé intégrative a toutes les raisons d'être parce qu'il y a le diagnostic qui est un choc, le traitement, mais on sait aussi par exemple, au plus on bouge pendant et après le traitement, au mieux on supporte les traitements, au moins intenses, les effets secondaires. Et puis il y a après retrouver son autonomie en étant accompagné, c'est quand même plus facile qu'en restant tout seul dans son coin sans aide professionnelle à côté. Alors si on parle de l'incidence du cancer, pour l'homme c'est le cancer de la prostate suivi du cancer du poumon et le cancer colorectal. Pour la femme c'est cancer du sein, cancer du poumon et cancer colorectal également. Alors on le voit, pour chacun de ces cancers, il y a des traitements spécifiques, il y a des prises en charge spécifiques. Alors on parlait d'avancées thérapeutiques, est-ce qu'on peut le constater pour le traitement de beaucoup de cancers différents ? Alors tout à fait. La tendance générale, c'est qu'avant on avait un type de traitement, beaucoup de chimiothérapie pour tous les patients souffrant d'un cancer. Maintenant, de plus en plus, on va analyser les cancers, les sous-types de cellules au sein d'un cancer et pouvoir personnaliser les traitements. Personnaliser, ça veut dire qu'on va cibler, on ne va pas faire le traitement pour tout le monde. Donc cette personnalisation, c'est vraiment une tendance qui s'accélère et qui est tout à fait bénéfique. Ça veut dire moins de traitements inutiles, mais plus personnalisés. Oui, alors on parlait de problèmes psychologiques ou de difficultés psychologiques liées à la prise en charge. Je vous propose d'écouter ce petit témoignage d'un professeur à la clinique Saint-Jean. C'est à propos du traitement du cancer de la prostate.
Le patient peut perdre confiance en lui et peut alors aussi avoir des symptômes de dépression, se sentir mal dans sa peau et peut avoir, face à sa maladie, ne va pas savoir comment trouver la solution et ne va pas en parler immédiatement ni avec sa partenaire ni avec son médecin traitant. C'est vrai que la prévention, ça fonctionne si on peut découvrir le cancer, le diagnostiquer à un âge précoce, tôt dans la maladie, eh bien, le taux de survie est quasi 100%. Voilà, ça c'est pour le cancer de la prostate. Alors on le voyait, les difficultés de prise en charge psychologique, ça vous le constatez tous les jours dans l'accompagnement de ces personnes? Alors effectivement, en fait, ce que l'on vit, c'est un accompagnement non seulement psychologique, mais aussi, comme le disait le docteur, un accompagnement sur le point de vue de la gestion du stress, donc tout ce qui est effectivement psychologique, mais aussi émotionnel, donc la gestion des émotions, nutritionnelle, et sur l'exercice physique. Donc en fait, on reparle d'oncologie intégrative, où on prend en fait le patient dans son ensemble. Oui, on en est où aujourd'hui dans cette prise en charge globale? Est-ce que vous avez l'impression que pour les oncologues, c'est devenu une évidence ou alors pas encore tout à fait? Alors je pense qu'il y a une sensibilisation qui se fait, mais il y a aussi une réalité qui est en fait la notion du temps. Et donc c'est la raison pour laquelle notre plus grand souhait est de faire partie intégrante du trajet de soins du patient et d'être reconnu en tant que tel, parce qu'effectivement, ils ont un besoin de pouvoir venir déposer. Donc, il y a une notion de temps que les médecins n'ont pas. Ils voudraient le faire, mais ils n'ont pas le temps. Et donc, c'est à nous, alors, à ce moment-là, de pouvoir justement accueillir. Et c'est pour ça qu'on a une maison de ressourcement, de bien-être, qui permet aux personnes de venir déposer dans des cercles de parole, dans des activités physiques et des choses comme ça. Alors, on parlait de prévention. Le professeur, dans cette courte interview, en parlait. C'est quoi les gestes de prévention, Véronique Leray, par rapport au cancer? Alors, il y a deux volets. La prévention qui est le style de vie, donc ne pas fumer. L'alcool le moins possible, parce qu'à partir du premier verre, on augmente son risque de cancer. Avoir une vie qu'on mange sainement, de bouger, de ne pas rester trop longtemps assis, sont des facteurs. Avec ça, on pourrait, théoriquement, si on faisait tout ça, individuellement et communautairement, éviter jusqu'à 40% des cancers. Et alors, il y a tout un volet aussi, comme vous le disiez, le diagnostic précoce. Au plus tôt on identifie le cancer, et ça se fait par les systèmes de dépistage systématique, l'intelligence artificielle permet aussi de diagnostiquer des images en radiologie, en mammographie, par exemple, beaucoup plus précocement. Ceci permet de traiter un cancer tôt, d'avoir des traitements moins lourds et d'avoir une chance de guérison, ou en tout cas de transformer le cancer en maladie chronique beaucoup plus élevée que si on diagnostique le cancer plus tard dans son évolution. Oui, alors est-ce que vous le constatez dans l'accompagnement, dans la prise en charge, qu'effectivement, aujourd'hui, on sent que dans l'efficacité des traitements, les effets secondaires sont moins importants et ça facilite, entre guillemets, la prise en charge? Alors, je ne dirais pas que ça facilite la prise en charge. Je ne parlerai pas de réduction pour l'instant des effets secondaires, mais je parlerai justement du fait de comment on vient, nous, en complément, c'est justement de réduire les effets secondaires. Donc, par l'exercice physique, on constate, par exemple, que les patientes qui s'inscrivent à un cycle parce qu'elles ont des effets secondaires dus à l'hormonothérapie, on sait que l'exercice physique et la nutrition sont très importants. Eh bien, elles ont, dans ce cadre-là, du renforcement cardio et musculaire. Au bout de la 4e semaine, qu'est-ce qu'on constate? Que toutes disent, en fait, dès qu'on se met en mouvement, on a moins de douleurs articulaires, on se sent mieux, et donc elles vont effectivement vers... Donc, on parlait de la prévention, mais il y a aussi la prévention de la récidive, parce que des études ont aussi montré effectivement que les personnes qui changeaient leur alimentation, changeaient leur mode de vie au niveau de la sédentarité, etc., mais répondaient mieux au traitement, et on évitait aussi à un certain pourcentage les formes de récidive. Alors on va voir toute une série d'activités en images. On a été retrouver quelques photos sur votre page Facebook. On voit c'est des ateliers, il y a des ateliers cuisine, des ateliers marche, vous faites toute une série de choses. Ça peut paraître banal finalement, mais ça aide à supporter le cancer et ça aide à sa prise en charge. Alors, d'ailleurs, notre slogan, c'est « Mieux vivre le cancer ». Et donc, nos cycles, d'ailleurs, s'appellent « Mieux vivre l'hormonothérapie »,« Mieux vivre la reprise de la vie active », parce que ça aussi, peut-être qu'on l'abordera, c'est important. Et donc, excusez-moi, parce que je suis distraite, j'ai oublié le sujet de la question. Mais je disais que vous faites toute une série d'activités qui peuvent paraître finalement anodines. Alors, juste un atelier cuisine, on se dit en quoi ça aide à accepter son cancer ou finalement à aider à sa prise en charge. Alors, au-delà de l'activité banale, il y a surtout tout l'aspect social, comme je vous disais dès le départ, c'est qu'en fait, les personnes se retrouvent, parce qu'on parle
au féminin, mais il y a du masculin aussi, heureusement. Alors, ils sont moins présents, mais ils sont là aussi. Donc, il y a toute l'activité sociale. Donc, c'est se retrouver entre pairs, se dire, tiens, mais moi, je ne suis pas dingue. En fait, je ressens les mêmes choses que toi. Donc, il y a effectivement l'atelier qui est un levier et qui va donner une information, il y a un outil aux patients pour justement pouvoir se réorienter ou pour pouvoir prendre un nouveau chemin de vie et vivre autrement. Mais il y a aussi tout le facteur social où il y a des échanges entre pairs et où on se sent compris, reconnu dans sa difficulté. Et ça, c'est aussi vraiment un axe très important chez nous. Alors, vous le signalez, dans la négociation sur le futur du gouvernement, il y a un plan cancer qui est prévu dans la prise en charge et puis pour l'efficacité des traitements. Vous en attendez quoi de ce plan cancer ? Mais de revoir le plan cancer de 2018, c'est urgent. Pourquoi ? Parce que justement, les traitements ont évolué, il y a de nouveaux traitements, il y a d'autres prises en charge. Ça permettrait aussi d'avoir une concertation interrégionale, d'avoir tous les acteurs pour revoir comment améliorer le trajet de soins, qu'est-ce qu'il faut y intégrer, l'oncorevalidation, la diététique, etc., pour avoir justement, pour chaque type de cancer et chaque personne, un trajet standard et puis spécifique pour bien allouer les moyens et épargner là où il faut, tout en ayant une qualité optimale pour prendre les gens en charge. On en attend beaucoup, que ce soit en prévention, en dépistage, et c'est mentionné dans le plan. La lutte contre le tabagisme est mentionnée dans le plan, et donc je pense que c'est une très bonne chose et nous en sommes très reconnaissants à la Fondation. Qu'est-ce qui manque le plus en fait aujourd'hui dans le soutien au traitement ou la reconnaissance finalement de certaines pratiques? Qu'est-ce qui manque le plus Alors, il manque l'intégration. Donc on parle de santé intégrative, on parle aussi de santé positive, c'est un autre chapitre, mais on parle aussi de concertation interrégionale, de quand on est un patient, où qu'on aille en Belgique, on ait accès au meilleur traitement, à la meilleure prise en charge et la meilleure autonomisation possible après la fin du traitement. Alors, dans l'avancée sur le traitement, quelles sont les pistes d'espoir, les sources d'espoir pour vous les plus importantes aujourd'hui ? Pour la prise en charge thérapeutique ? Oui, finalement, pour le traitement du cancer. Mais elles sont vraiment multiples. Tout ce qui est médecine personnalisée, où on fait une analyse de toutes les petites molécules qui interviennent dans la création ou l'existence d'un cancer, ça s'appelle une approche multi-omics, va permettre, avec l'aide de l'intelligence artificielle, de beaucoup mieux cibler les traitements, de trouver de nouveaux traitements, mais aussi d'arriver à un diagnostic plus précoce, parce qu'on va identifier des molécules qui vont dire « attention, ici, il y a un cancer ». Dans une prise de sang, par exemple, avant même qu'on ait les symptômes, avant même qu'il y ait une boule au sein, qu'il y ait une toux qui mentionne qui fait suspecter un cancer pulmonaire, etc. Et donc, c'est de prendre en charge plus tôt, mieux, de mieux traiter, avec une meilleure qualité de vie. Oui, parce que quand on pense cancer, on pense souvent chimiothérapie. Il y a beaucoup plus que ça aujourd'hui. Vous parliez de thérapie par voie orale qui représente 25%. On parle de l'immunothérapie aussi qui a un peu boosté les défenses immunitaires. Donc il y a de multiples portes d'entrée aujourd'hui pour traiter le cancer. Oui, tout à fait. Et la Belgique est très, très dynamique. Il y a les radioligands, donc par une molécule radioactive fixée sur un anticorps par un vecteur va tuer les cellules. La radiothéranostique, la Belgique est vraiment à l'avant-plan parce qu'elle est source de production de radioisotopes. C'est quelque chose à garder, à développer. Je pense qu'on a tout en main pour le faire, avec le soutien du gouvernement et continuer à investir dans la recherche et soutenir financièrement la recherche. Je pense qu'on peut avancer assez rapidement. Ouais, et donc, par rapport à ça, est-ce que les patients qui viennent chez vous, est-ce qu'ils ont conscience aujourd'hui de toutes ces avancées dans les traitements qui sont faites ? Alors je pense qu'ils ont effectivement conscience qu'il y a vraiment un progrès, mais j'aimais bien l'idée de l'intégration et je revenais surtout à la médecine de support. Donc en fait, effectivement, ils ont cette conscience, mais chez nous, ils viennent en fait aussi chercher de l'information qui n'est évidemment pas médicale, chacun son boulot. On est vraiment là en médecine de support, quelque part en complément, et donc on va informer justement
aussi par rapport à des recherches, donc quand même un aspect scientifique, où on leur parle de recherches qui ont montré que les personnes qui mangeaient, qui par exemple limitaient tout ce qui était produits transformés, qui mangeaient davantage de légumes, etc., s'en sortaient mieux et vivaient mieux et supportaient mieux les traitements. Idem avec l'exercice physique et idem avec la gestion du stress, qui est quand même quelque chose dont on n'a pas encore souligné, mais qui est très importante aussi. C'est comment gérer son stress, donc par de la respiration, de la cohérence cardiaque, enfin toute une série d'activités qu'on propose qui permettent aux patients justement de s'apaiser et de mieux vivre effectivement ce trajet. Alors il y a une autre avancée, et on en parle depuis longtemps, c'est ce fameux vaccin thérapeutique. On en est où aujourd'hui dans cette mise au point d'un vaccin qui permettrait de traiter certains cancers ? Alors, on est surtout au stade de la recherche en labo, donc un stade avant les études cliniques. Et il y a 2 études maintenant en Belgique qu'on appelle une phase 1. Donc, c'est pour trouver la bonne dose, c'est avant les essais cliniques proprement dit. Donc, on est au tout début. Mais c'est plein d'espoir parce que, de nouveau, ça contribue à un choix de traitement personnalisé. C'est-à-dire que ces vaccins mRNA sont très, très spécifiques à la personne, au cancer, au sous-type de cellules au sein de ce cancer. Et donc ça va permettre une médecine, un traitement personnalisé. Donc à un moment donné, il y aura, vous pensez, un vaccin qui permettra de traiter certains cancers ? Les toutes petites études qui commencent à sortir maintenant le montrent, effectivement. On pourrait traiter mieux. Oui, alors on voit, quand on voit les financements de certains projets, en 2024, vous avez 292 projets qui vous ont été soumis, 68 sélectionnés pour 35 millions d'euros. Quand on voit le nombre de projets soumis, on voit que la recherche, elle est très très dynamique ici en Belgique. Oui, on a d'excellentes équipes, on a d'excellentes universités, mais la demande est forte. On a fait la proposition de 35 millions l'année dernière parce qu'on existait depuis 100 ans et ça faisait 35 années de recherche soutenue. On voit qu'en augmentant les montants, la demande est 2 fois plus importante. Donc soutenons la recherche, continuons. Et c'est chez la Fondation contre le cancer, c'est grâce aux donateurs, c'est grâce à cet argent-là qu'on peut soutenir les équipes de recherche. C'est super important. Oui, alors justement, on va parler gros sous, si vous me permettez. Chez vous, par exemple, vous fonctionnez avec des financements publics ou pas. Comment trouvez-vous l'argent nécessaire au fonctionnement de votre structure d'accompagnement ? Alors, nous sommes une ASBL, il faut le savoir, et donc nous n'avons pas pour l'instant de subsides récurrents publics. On a eu pendant 2 ans une aide de la COCOF, effectivement, mais pour le moment, on n'a pas de gouvernement régional, donc nous attendons. Mais nous avons, par exemple, comme vient de le souligner le médecin, les appels à projets, et donc nous avons des soutiens structurels, mais qui sont spontanés, sur des projets que l'on rentre, qui nous permettent effectivement de proposer certaines activités. Pour le reste, pour tout ce qui est les frais généraux, faire tourner la maison, chauffer la maison, avoir une coordination, etc., eh bien, on a deux pôles. Premier, organisation d'événements caritatifs pour récolter des fonds, mais c'est surtout aussi les dons et les legs qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir fonctionner. Et c'est là qu'on rêve de pouvoir rentrer vraiment, d'être réintégré dans ce trajet de soins pour être reconnu. En fait, c'est la reconnaissance justement de notre travail dont justement la Fondation nous soutient énormément. Oui, alors par rapport à ça, vous aussi, vous fonctionnez sur base de dons privés des entreprises et des particuliers ? Oui, beaucoup les particuliers et les legs. Et donc, effectivement, ça permet de soutenir par projet, par exemple, les maisons de ressourcement. Mais notre demande au gouvernement, c'est que ces soutiens deviennent structurels quand ils prouvent leur efficacité. Notre devoir, c'est de standardiser un petit peu et assurer la qualité de ces projets. Mais je pense que le gouvernement a vraiment un rôle de pérennisation, donc des rentrées et du soutien financier pour les choses qui marchent. Donc voilà, la Fondation contre le cancer reçoit des dons et c'est grâce aux donateurs qu'on peut soutenir certains projets, mais ça sert aussi de projet pilote pour voir ce qui marche et ensuite demander que le gouvernement envisage la pérennisation. Donc c'est ça, c'est qu'à côté des financements que vous octroyez à certains projets, qu'il y ait un financement public récurrent une fois que l'efficacité est avérée. Tout à fait. Ouais. Alors pour vous, vous le dites, il y a une maison d'accompagnement seulement en région bruxelloise pour les personnes traitées du cancer. Il y en a beaucoup plus en Wallonie et en Flandre. Est-ce que vous êtes dépassé par la demande aujourd'hui ou pas vraiment ? Alors, dépassé, je ne dirais pas, parce que justement, et ça aussi, on est encore trop peu connu. Et donc, on a quand même, pour donner un petit chiffre,
350 patients actifs et on a environ 200 patients qui s'inscrivent, nouveaux patients qui s'inscrivent chaque année. Et il est vrai que maintenant qu'on a notre maison, on est depuis avril 2023 dans notre maison d'accompagnement qui est juste magnifique. Et là, effectivement, maintenant, les demandes affluent et on risque d'arriver à saturation, effectivement. Oui, on parle d'une vingtaine de maisons d'accompagnement dans le pays, hein, c'est ça que vous m'avez dit? Plus ou moins 13. En fait, sur cancer.be, vous avez la liste de toutes les maisons de ressourcement. Il y en a une trentaine. Il y a une partie au nord du pays, une partie au sud et une à Bruxelles. Et donc une qui va se créer à Arlon. Donc allez voir sur le site, vous avez les renseignements. Oui, est-ce qu'il manque aujourd'hui de structures de ce type, selon vous, Véronique Leray? Je pense qu'elle s'amplifie, je pense qu'elle se structure, je pense que l'offre se spécialise, mais je pense qu'il faut vraiment un coup d'accélérateur et de standardisation, rendre ces maisons-là plus standards dans l'offre qu'elle donne aux patients. Oui, parce que vous êtes situé sur le site du Chirec, mais vous accueillez des personnes venant d'autres hôpitaux et d'autres services. Hein. Alors oui, là vraiment je me permets d'insister parce que c'est notre fierté. Effectivement, on accueille tout homme, toute femme atteint du cancer, quel qu'il soit, à partir de 18 ans et surtout quel que soit l'hôpital où il est soigné. Donc c'est vrai que pour l'instant, dans nos groupes de parole ou dans nos cycles thématiques, on a 50-60% de personnes qui viennent des hôpitaux extérieurs au Chirec et on en est très fiers parce que notre mission elle est aussi sociale. L'inscription à ressources est gratuite et vraiment ce qu'on veut c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces activités que l'on donne. Alors demain, Véronique Leray, c'est la journée mondiale contre le cancer. Vous faites une activité sur la Grand Place avec un DJ set. Vous dépoussiérez l'image de la Fondation contre le cancer. Mais j'en suis ravie, ça va être très dynamique. Il y a un jeu de lumière et de son, ça va être formidable. Donc venez, 20h, Grand Place, à Bruxelles. On sera là. Oui, et une journée comme celle-ci, ça sert à quoi selon vous? Ça a encore une utilité? Je pense que oui, parce que ça permet d'informer toute personne des progrès, de l'existence de soutien, tout ce qui entoure en fait le cancer ou les cancers, parce qu'il y en a plus de 200. Je veux dire, c'est vraiment un moment pour dire, vous n'êtes pas tout seul, il y a des ressources, vous pouvez aller consulter, demander de l'aide. N'hésitez pas. En plus du traitement, il y a toute une série de choses qui existent. Oui, cette impression de solitude, elle est vraiment ressentie par les personnes que vous accompagnez à un certain moment? Oui, parce que je pense que justement, et la personne d'ailleurs qui a généré Ressources était très bien entourée par une superbe famille, un super mari, des enfants, des amis, mais il manquait quelque chose. Et je pense que quand on est face à la maladie, il y a un moment quand même où on se retrouve soit face à ces difficultés et le fait de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui vont proposer des activités, qui vont nous mettre en contact avec des pairs qui vivent la même chose que nous, permet effectivement de voir plus loin et de reprendre espoir. Et donc c'est très important. Et à ce sujet, ce que je me disais, parce que j'avais envie d'en parler, c'est effectivement nos axes qui rejoignent un peu les axes de l'OMS, hein, j'avais l'occasion d'en parler, la gestion du stress, le sommeil, la nutrition, l'exercice physique et le microbiote. Et c'est vrai que nous avons, nous, 4 axes à ressources qui sont manger, bouger, partager et être. Et c'est vraiment cela qu'on vise, mais par des activités qui sont tout à fait didactiques, puisqu'on on offre du Qigong, on offre du Pilates, enfin toute une série d'activités physiques, mais aussi, comme on disait, vous parlez de cours de cuisine, des cercles de parole où on peut venir parler de la peur de la récidive, de ses effets secondaires avec l'hormonaux, de sa vie avec les proches, la difficulté, on a des couples, on reçoit des couples, donc voilà. Ça, je crois que c'est vraiment... Et donc, là, je réponds à ce que vous disiez, c'est que effectivement, ça rencontre ce besoin, quand on se sent seul, de se dire en fait, je ne suis pas tout seul dans ce parcours. Et en fait, il y en a d'autres qui vivent des choses. Alors, parfois aussi plus difficiles, ou moins. Alors, on dit toujours il n'y a pas de petit cancer. Une fois qu'on est confronté au cancer, ben voilà. Oui. Alors, Véronique Leray, dernière question. Les raisons d'espérer, elles sont nombreuses aujourd'hui pour vous? Tout à fait. Ouais. De l'espoir à la victoire, on y croit. À la Fondation contre le cancer. Ouais, très bien, merci beaucoup pour ce message d'espoir que vous lancez. Et donc, le rendez-vous, c'est donc demain 20h sur la Grand Place avec un DJ set. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous. Portez-vous bien.